Bonjour Bassam Tan. Bonjour Frédéric Saillot d'Eurasie Express. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'opposition syrienne. Actuellement, les négociations entamées à Genève sont au point mort depuis avril, l'opposition ayant quitté la table des négociations. Le cessez-le-feu est en vigueur depuis le 27 février, donc à l'exclusion d'Al-Nosra et de l'État islamique. Or, il y a un désaccord entre les USA et la Russie, qui dirigent les deux coalitions de fait qui luttent contre l'État islamique en Syrie et en Irak, sur qui fait partie des groupes terroristes et sur qui constitue l'opposition modérée, avec ou sans guillemets. Pouvez-vous nous informer à ce sujet, Bassam Tan? Alors il faut voir que jamais on n'a vu l'opposition syrienne dans une déroute pareille, quoi, et une division incroyable. C'est que dans cette opposition, il y a des gens qui sont manipulés par la France, d'autres par l'Arabie saoudite, et l'Arabie saoudite surtout, d'autres par le Qatar, d'autres par les Américains, et tout cela fait que cette opposition syrienne, en fait, c'est pas elle qui décide. Elle ne fait qu'obéir à ceux qui la manipulent. Alors, ça l'affaiblit. Certains veulent se retirer des négociations, quand les autres veulent rester. En attendant, la branche militaire de l'armée syrienne libre, représentée par le commandant Zakaria. Ce commandant Zakaria a fait des révélations à la presse énormes sur la pourriture et de beaucoup de responsables de cette opposition, entre autres M. Gerba, qui était le président de la coalition syrienne manipulée par l'Arabie saoudite. Et donc ce commandant de la branche militaire a accusé l'ex-président de la coalition de corruption totale, que tout l'argent qu'il avait reçu, il l'a utilisé à des fins personnelles, et cela, ça nous mène à un chapitre trop long, c'est que la majorité des gens qui se trouvent à Gaziantep, qui est le gouvernement de la Syrie, entre parenthèses, libre, c'est-à-dire qui obéit à cette alliance internationale de faux amis de la Syrie, donc tout ce gouvernement qui se trouve en Turquie s'est bien beurré avec l'argent qui était imparti pour, soi-disant, la partie libérée de la Syrie. Donc ça, tout le monde en parle, et ça fait que cette opposition a perdu toute crédibilité. Maintenant, cette opposition a besoin des groupes armés djihadistes qui n'ont rien de laïque, qui n'ont rien de la modération. Et c'est là où le bas blesse, parce que les Américains ont beau essayer de convaincre les Russes de ne pas bombarder soi-disant des modérés, c'est-à-dire Al-Nusra, qui est, comme tout le monde le sait, la branche militaire d'Al-Qaïda. Récemment, les Russes ont bombardé une formation, enfin aidée par les Américains, au sud de Damas, à Daraa, et qui passait par la Jordanie. Et ça a créé un grand incident, si je puis dire, diplomatique, entre les Russes et les Américains. Donc, pourquoi Genève piétine? C'est qu'avec l'aide russe, le gouvernement syrien légitime d'Assad se trouve vraiment en position forte par rapport à la période d'avant l'intervention russe. Ça va de soi. Alors, là, l'enjeu, si vous voulez, c'est que plus ça traîne, plus les Russes, les Iraniens, les Irakiens alliés des Syriens et l'armée syrienne marquent des points sur le terrain de guerre, de bataille. Que ce soit à Alep, que ce soit dans la direction de Raqqa, la ville de Tabqa, où l'armée syrienne essaye de prendre un aéroport, que ce soit dans le sud ou sur la frontière libanaise. Donc, on ne peut pas relancer Genève
tant qu'il n'y a pas de progrès sensible militaire de la part de cette opposition. Hein. Et l'opposition se trouve donc comme dans une souricière. Elle ne peut pas ne pas accorder de crédit à ces djihadistes qui sont bien loin de représenter l'armée syrienne libre, qui n'existe pour ainsi dire plus. Voyez. Voilà en gros la situation. Alors, Genève, oui, mais il faut attendre que sur le terrain, il y ait de nouvelles données. Et c'est là où peut-être, si par exemple les Al-Qaïda ou avec l'aide de Daesh arrivent à remporter des victoires plus importantes à Alep, hein, à ce moment-là, les représentants des Américains, de l'Alliance internationale, de l'opposition syrienne, seraient plus à l'aise pour discuter. Et c'est là aussi qu'on se heurte à l'écueil du désaccord entre cette opposition, les membres de cette opposition. Certaines mettent tout le temps le départ d'Assad, d'autres sont prêts à négocier en gardant Assad, et ça se prolonge, ça. Et en fait, on est face à une pourriture de toutes ces réunions prévues pour Genève. Oui, Bassam Tahan, vous avez parlé des progrès de l'armée syrienne légale du côté d'Alep et vers Raqqa. Il semblerait que dernièrement, la semaine dernière, elle ait connu un revers assez sérieux dans les combats pour la prise de l'aéroport de Tabqa, verrou stratégique pour la prise de Raqqa. Il semblerait par ailleurs, elle s'est trouvée face à 2000 terroristes bien armés. D'où venaient-ils? Première question. Et deuxième question, en général, le cessez-le-feu a été utilisé par les groupes terroristes pour se renforcer aussi bien en hommes qu'en matériel venus de Turquie ou même de Jordanie. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur ces faits? Alors, ceux qui se battent contre l'armée syrienne légitime, régulière, ont reçu des armements très modernes du Qatar et de l'Arabie saoudite via la Turquie. Bien que Erdogan continue d'affirmer que lui bombarde Daesh, en fait, quand il bombarde les Kurdes, et il continue d'aider les djihadistes salafistes de Syrie avec la bénédiction des grandes puissances, c'est-à-dire les États-Unis et toute l'Europe pour le moment. Ceci dit, il y a de l'eau dans le gaz. Hein. Récemment, par exemple, la ministre allemande de la Défense a exigé d'aller voir une base militaire turque et Erdogan a refusé. Et la ministre tenait à réitérer sa demande. Donc, on sent que dans l'attitude européenne vis-à-vis de tout ce problème djihadiste, ça s'effrite. Il en est de même du représentant de la diplomatie européenne qui a quitté Ankara en disant que Erdogan n'était pas quelqu'un de sérieux qui mérite qu'on discute avec lui de tous ces problèmes de réfugiés et tout. Mais donc, cet armement moderne, on voit aussi, à part ça, une certaine complicité. Effectivement, l'armée syrienne a essuyé un revers en essayant d'aller à Tabqa, et là on se demande, bon, les Américains étaient au courant, c'est toujours la même histoire, comme la prise de Palmyre, comme la prise de Mossoul, comme la prise de Fallujah avant. Comment ça se fait que l'armée syrienne n'ait pas été mise au courant que, méfiez-vous, il y a un piège qui vous est tendu, une embuscade. Et là, il y a des points d'interrogation, franchement. C'est que les États-Unis affichent peut-être une attitude de compréhension que comme quoi, oui, il faut lutter contre Daesh, mais dans les faits, ce n'est pas vrai. Hein.
ils utilisent Daesh contre l'armée syrienne. Et tout l'espoir, leur espoir, c'est quoi? C'est que finalement, on ménage Al-Nusra, on ménage certaines forces de Daesh, parce que vous savez, la frontière n'est pas si étanche, si claire Que le entre... disent les spécialistes autoproclamés. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a des passages, des va-et-vient entre les différents groupes islamistes en fonction des salaires, des sommes versées. Un jour, celui de Nusra, djihadiste, passe à Daesh. L'autre jour, il y a un problème avec Daesh. On a appris que les Américains étaient prêts à payer plus. On change de drapeau. L'enseigne de ces gens change en fonction de l'armement qu'ils reçoivent et des salaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette guerre en Syrie est un désastre économique au niveau collectif et au niveau individuel. Les gens ont besoin de vivre, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de salaire, ils quittent, ils voyagent, ils sont des réfugiés, ils sont expatriés, voilà, il faut se débrouiller pour vivre. Alors évidemment, les plus malins, je dirais entre guillemets, ont fait partie du gouvernement inspiré par la coalition et les Américains pour profiter de cette manne. Le budget qui est censé aider les réfugiés à l'intérieur ou les partis libres sert au fonctionnement d'emplois fictifs par ce gouvernement qui est à Gaziantep en Turquie, avec l'accord de la France. On se demande comment nous on peut continuer à tolérer sans aucune impunité ces agissements de ce gouvernement. Cet argent est pour les gens qui ont tout perdu en Syrie. C'est pas pour que madame qui est à Gaziantep et qui dirige se fasse un nouveau superbe appartement aux frais justement voyez, de ces gens démunis. Alors, voilà en gros, si vous voulez, alors, militairement parlant, les batailles les plus dures, c'est au sud d'Alep, à Khan Touman, c'est là où les djihadistes ont profité de la trêve pour s'attaquer, et effectivement, il y avait des morts parmi le Hezbollah, les bataillons qui étaient dirigés par des Iraniens, et l'armée syrienne, c'est vrai. L'armée syrienne, avec ses alliés, a repris Khan Touman, ça c'est au sud d'Alep. Maintenant, on apprend aussi quelle est l'attitude russe. La Russie a bien dit qu'il y avait 6000 combattants qui se préparaient djihadistes, venus de Turquie, et d'ailleurs, pourquoi je dis d'ailleurs, c'est peut-être les Américains qui ouvrent les vannes du côté de l'Irak. Et là, c'est tout à fait un autre scénario. C'est-à-dire peut-être la prise de Mossoul ou de Fallujah, qui a été libérée hier, ça va permettre à beaucoup de daéchistes d'Irak d'aller vers la bataille décisive, celle d'Alep ou de Raqqa. Alors là, effectivement, la question légitime, pourquoi les Russes n'ont pas bombardé ces 6000 hommes? Et c'est là où on voit que c'est pas si simple. Les Russes ont aidé les Syriens, mais ils ne peuvent pas se permettre, par exemple, de bombarder les 6000 combattants. Vous voyez, sans doute il y a une concertation confidentielle, je dirais, pas secrète, parce que ça, entre les Russes et les Américains. Parce que ceux qui font la guerre, c'est pas les Russes. Ça revient quand même à l'armée syrienne de défendre son pays, avec l'aide des Russes. Et c'est là où peut-être l'aide russe a ses limites, et il y a sans doute des lignes rouges fixées par les Américains et les Russes sur le territoire syrien. Il en est de même pour la bataille de Raqqa, pas uniquement Alep. En attendant, dans tous les médias,
on annonce toujours les morts de civils causés par les bombardements russes et syriens, et on omet totalement les bombardements quotidiens à Alep contre les quartiers qui n'ont pas reçu les islamistes. Et là, les victimes, ô combien sont plus nombreuses que celles annoncées par les médias officiels en Occident. C'est-à-dire, on continue cette comédie, ce mensonge, on égrène ce chapelet de mensonges de l'OSDH, là, vraiment une organisation bidon, où une seule personne se permet de s'appeler l'Organisation des droits de l'homme de Syrie, et cela depuis 5 ans. Il est vrai que le gouvernement syrien a eu tort, peut-être, de ne pas ouvrir ses portes à tous les journalistes. Ceci dit, ce n'est pas toujours vrai, parce que moi-même, je connais le cas de certains journalistes de grands journaux en France qui ont demandé l'autorisation, ils l'ont eu, mais pour faire l'intéressant et dire on n'est plus libre, ils sont passés d'une manière illégale par la frontière turque. Je vous renvoie aux 4 journalistes français qui ont été pris en otage par les djihadistes. Donc vous voyez, la situation est très complexe. À mon sens, si Alep est libéré, l'affaire est close. L'opposition n'existe plus. Mais ça explique pourquoi les Américains, par leur base Armelan et la petite base, entre guillemets, française à Ain el-Arab Kobané, espèrent dans leur scénario à eux de créer 2 pays en Syrie. Une sorte de Sunnastan qui s'opposerait à l'axe de la résistance formé par le croissant chiite, et ça nous explique pourquoi justement il y a cette insistance du côté des Américains et des Européens à rester au nord de la Syrie et à aider ce qu'on a appelé les Kurdes et les forces démocrates. Merci Bassam Tahan pour ce brillant éclairage et très subtile analyse de la situation militaire sur le terrain, mais je voudrais en venir maintenant à l'aspect politique de cette opposition syrienne. Oui, en effet, dans les mouvements militaires, on peut supposer que beaucoup de djihadistes et de terroristes viennent de l'étranger. Or, il semblerait, cette opposition syrienne est-elle implantée sur le plan local? Et quelles pourraient être les conséquences sur le plan de l'unité de la Syrie et des projets internationaux que vous venez d'aborder? En fonction de ces zones d'implantation, on a parlé notamment de la région d'Idlib, où Al-Nosra serait fortement implanté. Alors forcément, Idlib est une région très proche de la Turquie, c'est une région frontalière. Dans le temps, Idlib faisait partie d'ailleurs d'Alep. C'était le même gouvernement, gouvernorat, préfecture, tout ça, Alep était. Maintenant, effectivement, dans la population syrienne, il y a des gens qui ont été fanatisés et qui croient dur comme fer qu'il faut rétablir le califat. Mais on peut excuser beaucoup parmi eux, c'est les conditions de vie. Il faut bien qu'ils mangent. Alors, il y a des gens honnêtes qui ont quitté, qui sont partis, ou qui ont essayé de rester en Syrie, mais d'aller dans d'autres départements. Il y a eu, par exemple, un déplacement massif vers la côte, qui n'a pas été encore touché. Certains analystes nous disent que peut-être, justement, cette demande de parlementaires américains, membres du Congrès, de bombarder Assad, c'est en fait détruire le département qui n'a pas souffert de cette guerre et où se trouvent aujourd'hui les chrétiens, toutes les minorités et beaucoup de sunnites de la majorité qui ont fui les batailles. C'est-à-dire la côte syrienne est en fait surpeuplée aujourd'hui. Or,
Si on croit que l'objet de cette guerre est de mettre à sac, d'anéantir la Syrie, on comprend mieux la demande de certains politiciens américains qui se sont opposés à Obama, il paraît qu'ils seraient une vingtaine, et qui demandent qu'on détruise Assad une bonne fois pour toutes. Ça explique, ça va dans ce plan. Alors, n'allez pas m'accuser de complotisme, mais si l'objectif final est faire disparaître cet État-nation laïque de la région, qui était la Syrie, on comprend mieux les volontés américaines. Mais personnellement, je crois que ça va être très difficile, parce que comme les Russes ont des S-300, des S-400, tout ce système de missiles anti-avions, ça me paraît difficile. Sinon, on va vraiment un affrontement direct entre la coalition occidentale dirigée par les États-Unis et les Russes. Mais c'est pour cela que je pense qu'il y a des concertations sur l'avenir de la Syrie. Ni les Américains ni les Russes ne peuvent avoir le dernier mot là-dedans, même s'ils sont les plus forts. Parce qu'il y a d'autres forces. Par exemple, Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, a bien dit que pour lui, la bataille d'Alep était décisive et une bataille d'avenir pour l'axe de la résistance, et que le Hezbollah ferait tout pour libérer Alep. Vous voyez que les acteurs ne sont pas forcément les deux grandes puissances, la Russie et les États-Unis. Les Iraniens également, on le sait, envoient des milliers d'hommes pour empêcher qu'Al-Nusra et Daesh ne prennent Alep. Donc il faut s'attendre d'ici la fin de l'été à des batailles énormes, et que ce soit du côté de Raqqa, que ce soit du côté d'Alep. Dans le sud, ça s'est calmé, et la frontière libanaise également. Il faut voir tout ça à la lumière de ce qui se passe en Irak. Est-ce que les Américains vont permettre aux fuyards parmi Daesh de rejoindre la Syrie et Raqqa? Et là, le rêve des Américains serait de décapiter Daesh et de créer, soi-disant, une Syrie modérée sunnite, un Sunnistan, qui s'opposerait, n'est-ce pas, aux Alaouites, à tous les autres sunnites qui croient encore à la Syrie telle qu'elle a existé, et à tout cet axe de résistance, du Hezbollah, des chiites irakiens. Honnêtement, il y a très peu de sunnites irakiens qui soutiennent cet axe de résistance. Ils ont tellement été, si vous voulez, montés par l'alliance contre le gouvernement central de Bagdad, qu'on est parti pour une guerre interconfessionnelle, je dirais ad vitam aeternam. Et c'est pas nouveau. En Irak. En Irak, oui. C'est moins accusé en Syrie, parce que, si vous voulez, le changement qu'il y a eu là-bas, c'est-à-dire que ce sont les chiites, les majoritaires, qui sont arrivés au pouvoir, alors qu'ils étaient, pour ainsi dire, matés par le Baas irakien et Saddam pendant des décennies. C'est pas tout à fait le même cas de figure en Syrie. La Syrie est un cas différent, parce que l'Irak n'est jamais entré en guerre vraiment contre Israël, n'a pas de frontière avec Israël, alors que la Syrie a mené 4 guerres contre Israël. Bon, voilà. Eh bien, merci Bassam Tahan pour ce tour d'horizon vraiment très complet sur la situation en Syrie et sur l'opposition syrienne, sur quoi on connaît bien peu de choses. Grâce à vous, on en sait un peu plus maintenant. Alors, merci Frédéric Sayot, et je tiens à remercier particulièrement tout ce qu'on fait à Eurasie Express, qui est une sorte d'information
contre la désinformation médiatique générale dans laquelle on baigne du matin jusqu'au soir. Merci Bassam Tan. Au revoir.